Monsieur Labelle-Istaf est doyen et professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Moncton. De 2017 à 2024, il a été directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques à l'Université de Moncton. Ses travaux de recherche portent principalement sur le droit constitutionnel, le droit administratif et les droits linguistiques et les droits des minorités culturelles. Il est diplômé en droit civil et en common law de l'Université d'Ottawa et détient une maîtrise de droit comparé et un doctorat en droit constitutionnel de l'Université d'Oxford. De 2009 à 2010, il a été auxiliaire juridique auprès du juge Marshall Rothstein à la Cour suprême du Canada. Monsieur Labelle-Istaf a plaidé plusieurs dossiers touchant le droit public et les droits linguistiques devant les tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada. Et Monsieur Labelle-Istaf, vous avez 20 minutes et je vais signaler le temps. Merci Lorraine. Je vais dire Lorraine, j'ai tendance à commencer tout mon français. Ça me fait grandement plaisir d'être de retour. J'ai organisé un colloque il y a quelques années maintenant sur le 50e anniversaire de la loi sur la langue officielle fédérale avec QuizCran, qu'on a fait dans le cadre de la classe aussi cette fois-là. Alors, c'est un retour très agréable pour moi. Donc, c'est la première fois que je suis le tout premier à prendre la parole dans le cadre d'un colloque. J'espère que je ne vais pas trop vous endormir pour le temps de la journée. Et donc, voilà, moi, mon intervention porte sur le litige entourant la loi sur la laïcité et spécifiquement les décisions de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d'appel du Québec sur la question de savoir si les dispositions de la loi sur la laïcité contreviennent à l'article 23 de la Charte canadienne. Donc, la plupart d'entre vous le savez déjà que dans l'arrêt Mahé, rendu en 1990, la Cour suprême du Canada a statué, et je cite, « Toute garantie générale de droit linguistique, surtout dans le domaine de l'éducation, est indissociable d'une préoccupation à l'égard de la culture véhiculée par la langue en question. » Malgré ça et malgré l'importance du concept de culture et de l'existence d'un lien entre langue et culture au sein de l'arrêt Mahé, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ce n'est en fait à partir de 2021 que, dans le cadre justement de la contestation de la loi sur la laïcité, que les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur la constitutionnalité d'une mesure en raison de son seul effet sur la culture de la minorité et non par rapport à son effet sur la langue ou sur d'autres aspects administratifs qui avaient été abordés plus explicitement dans l'arrêt Mahé. Évidemment, comme vous le savez, la question a donné lieu à des décisions contradictoires. En première instance, la Cour supérieure, elle, a conclu que l'interdiction du port de signes religieux portait atteinte aux droits de gestion et de contrôle de la minorité anglophone conférés par l'article 23 de la Charte, au motif que la culture de la minorité anglophone inclurait ou serait définie en partie par une approche distincte à la gestion des questions touchant la diversité religieuse. Ensuite, l'an dernier, la Cour d'appel du Québec a infirmé cette partie-là de la décision au motif que l'article 23 protégerait uniquement les manifestations culturelles qui ont un lien, et je cite, étroit, voire fusionnel avec la langue minorité protégée, ce qui exclurait toute question en lien avec la religion. Donc, évidemment, le litige se trouve maintenant, on va se trouver sous peu devant la Cour suprême du Canada, donc je crois qu'il est pertinent d'analyser la question en plus de détails. Et le point de vue que je vais défendre devant vous aujourd'hui, c'est que le cadre conceptuel qu'a utilisé la Cour d'appel du Québec pour infirmer la décision de la Cour supérieure
manque de cohérence, tant sur le plan interne qu'externe, c'est-à-dire par rapport à la jurisprudence antérieure, et en fait ne permet pas de jeter les fondements d'une réglementation stable de la portée du droit de gestion de la minorité anglophone, et qu'il va falloir, selon moi, que la Cour suprême intervienne pour développer un cadre alternatif. Donc, commençons par un bref résumé du raisonnement de la Cour supérieure pour mieux mettre la table. Devant la Cour supérieure, le English Montreal School Board avait prétendu que la loi sur la laïcité contrevient à son droit de gestion en vertu de l'article 23, comme je vous l'ai dit, parce que certaines dispositions de la loi portent sur un aspect de la culture de la minorité qui serait protégé en vertu de l'article 23. Le dossier de preuve présenté par la commission scolaire était non contredit. Donc, le débat devant la Cour a entièrement porté sur l'interprétation de la portée de l'article 23 sur le plan juridique, et en particulier sur l'interprétation de la notion de culture telle qu'employée dans l'arrêt Maillot. Donc, le English Montreal School Board a prétendu que la culture comprend les questions qui touchent la gestion de la diversité religieuse, ce qui comprendrait les normes relatives au port de signes religieux au sein de l'école. Le procureur général du Québec, lui, pour sa part, a soutenu que l'article 23 protège uniquement des éléments de culture qui sont intrinsèquement liés à la langue, sans vraiment expliquer en quoi pourrait consister un lien intrinsèque avec la langue. Mais bref, la conclusion de son raisonnement, c'était que les questions visées par la loi sur la laïcité sont exclues complètement de la portée de l'article 23. La Cour supérieure, elle, va rejeter l'interprétation proposée par la province. Elle va d'abord constater que selon la jurisprudence, les notions de langue et culture sont des concepts distincts qui participent séparément et également à la même garantie juridique. Autrement dit, la protection qu'accorde l'article 23 à la culture n'est pas tributaire d'un lien avec la langue. La langue et la culture sont séparément protégées par l'article 23 et doivent être analysées de façon distincte. Ensuite, la Cour définit la portée du terme culture en citant entre autres le rapport de la commission Weil d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la fameuse commission de la Randall-Hampton, qui décrit grosso modo la culture comme étant une manière globale d'être, de penser, de sentir, et un ensemble de mœurs et d'habitudes partagées par un groupe. Donc, on comprend que c'est très large comme concept. Et la Cour va conclure que la religion participe à l'identité culturelle d'une communauté parce que ça tombe à l'intérieur de cette définition très large-là de la notion de culture. Et en fait, fait intéressant sur lequel je vais revenir plus tard, la Cour semble tirer des appuis de la loi 21 elle-même, parce que selon le préambule de la loi 21 repose sur la prémisse selon laquelle, pardon, la loi sur la laïcité repose sur la prémisse selon laquelle le modèle de la laïcité serait une expression de l'identité culturelle de la communauté franco-québécoise. La Cour ne le dit pas explicitement, mais moi je vais tirer l'inférence plus loin, que effectivement, ça semble bel et bien être le cas. Et si c'est le cas, ben, what's good for the goose is good for the gander. Si la majorité francophone peut légitimement revendiquer la protection, la mise en place d'un certain rapport à la diversité religieuse en fonction de son identité culturelle, eh bien l'article 23 protège le même droit pour la minorité anglophone. J'ouvre une parenthèse, un fait curieux, j'en ai déjà discuté avec Marianne par courriel. Le passage dans le jugement de la Cour supérieure qui porte de ces questions-là ne se trouve pas, en fait, dans le préambule de la loi 21, ce qui est un peu particulier. J'ai tenté de retrouver la source et je n'ai pas arrivé à le faire. J'ai même écrit à la Cour supérieure pour tenter d'entamer un dialogue sur la question pour savoir si ce serait possible d'obtenir des éclaircissements. Et on m'a répondu qu'il était impossible de le faire. Mais donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît la réponse, j'aimerais bien la connaître. Mais j'ai fait une vérification indépendante du préambule réel de la loi 21, et surtout si on le lit ensemble avec le préambule de la Charte de la langue française et la plus récente loi sur, le nom m'échappe, le nom précis, mais la loi sur le français langue commune de la nation québécoise. Là.
on voit que la prémisse qu'avance le juge Blanchard dans ses motifs là, est bel et bien exacte, là, que le modèle de la laïcité est présenté comme étant l'expression ou l'extension d'une certaine conception de l'identité franco-québécoise. Donc, le juge Blanchard conclut à la suite de tout ça que l'article 23 lui confère le droit aux commissions scolaires d'engager et de promouvoir des personnes qui portent des signes religieux si elles sont d'avis que ça aiderait à promouvoir et à refléter la diversité culturelle de la population qu'elle décède. Et donc, dans cette optique-là, la Cour va poser certains constats. Premièrement, elle va constater que les commissions scolaires dans les faits, les commissions scolaires anglophones, dans les faits, accordent une importance particulière à la reconnaissance et la célébration de la diversité religieuse. Deuxièmement, elle constate que les dispositions pertinentes de la loi ont pour effet de nier totalement et de façon intégrale les politiques mises en place par les commissions scolaires en matière d'embauche, de rétention et de promotion du personnel en ce qui concerne cette question-là. Et troisièmement, la Cour va souligner que les commissions scolaires anglophones ont manifesté une opposition institutionnelle unanime à l'interdiction du port de signes religieux visible pour les enseignants dans le cadre des débats publics ayant précédé l'adoption de la loi sur la laïcité et devant les tribunaux. Tout ça pour dire que, pour conclure que la loi contrevient à l'article 23. Donc, évidemment, la Cour d'appel, elle, va avoir un point de vue différent. La Cour d'appel va plutôt adopter le point de vue du procureur général du Québec, qui lui disait que l'article 23 protège uniquement des éléments de culture qui sont intrinsèquement liés à la langue. La Cour d'appel, elle, va formuler ça, comme je vous l'ai dit au départ, comme l'exigence qu'il y ait un lien étroit, voire fusionnel avec la langue, ce qui exclurait toutes les questions encadrées par la loi. Et donc là, en bon avocat, je me permets de critiquer de façon assez directe le raisonnement de la Cour d'appel. Dans son jugement, la Cour passe en revue de façon assez exhaustive toute la jurisprudence sur l'article 23, ce qui donne l'apparence qu'il y a un fondement dans la jurisprudence pour ses conclusions. Mais en fait, en réalité, ses conclusions principales sur cette question-là sont totalement dénuées de fondement dans la jurisprudence. La Cour d'appel n'aborde jamais, et je veux dire jamais, là, les raisons qui ont amené la Cour suprême, dans l'arrêt Mahé, à évoquer le concept de culture en lien avec l'article 23. C'est-à-dire, elle ne se pose jamais la question pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'était important? Quel rôle est-ce que ça a joué dans la décision dans l'arrêt Mahé? Quelle est la portée juridique de ce terme-là? La Cour se contente plutôt d'affirmer, je dis affirmer là, tout simplement, que diverses questions qui sont soulevées par le recours des commissions scolaires anglophones sont exclues de la portée de l'article 23, mais sans mentionner de source jurisprudentielle pour cette conclusion-là. Or, comme je vais tenter de vous le démontrer, les conclusions de la Cour d'appel sont en fait incompatibles avec la jurisprudence, en particulier l'arrêt Mahé. Ils souffrent en fait d'une incohérence interne assez flagrante et assez évidente, qui font en sorte que ce jugement-là ne peut pas servir à l'avenir. Même si on voulait le garder en place, on ne pourrait pas s'en servir pour trancher des décisions futures, parce qu'il n'y a aucun principe qui se dégage de la décision, aucun principe intelligible et cohérent qu'on pourrait utiliser pour trancher des décisions futures, comme on est censé faire en droit. C'est une décision qui semble reposer sur une appréciation entièrement discrétionnaire, pour ne pas dire arbitraire, de la Cour d'appel. Donc, pourquoi est-ce que l'arrêt Mahé évoque-t-il la notion de la culture? Et je suis rendu où avec mon temps? Là? 12 minutes. Il me reste 12 minutes ou j'ai Non, utilisé 12 minutes? Oh, ça va. Ou pour formuler la question un peu différemment, quelle est la fonction du concept de culture sur le plan analytique dans le cadre de l'arrêt Mahé? Bon, les motifs du juge en chef d'Exil dans Mahé ne répondent pas, on ne sait pas une phrase qui répond directement à la question telle que je l'ai posée, mais à mon sens, il est assez clair que la fonction de la notion de culture, surtout de l'existence d'un lien entre la langue et la culture au sein de l'arrêt Mahé,
et de résoudre une ambiguïté très importante par rapport au terme langue. Ambiguïté que malheureusement la Cour d'appel, elle, dans son jugement sur la loi 21, passe complètement sous silence. Et l'ambiguïté, en fait, concerne les termes langue française et langue anglaise, termes qui peuvent sembler, à première vue, avoir un sens assez évident, mais qui peuvent, en fait, être interprétés de façon très divergente. Une référence à une langue particulière peut être envisagée sous deux angles différents. D'une part, il peut s'agir d'une référence à la langue en question dans sa dimension abstraite, c'est-à-dire en tant qu'un code qui répond aux simples besoins de la communication, pour reprendre l'expression de Bourdieu. Donc, vu ainsi, la langue en cause est envisagée comme un substrat, une espèce de charpente sémiotique sur laquelle on peut ériger une variété infinie de contenus. Pardon. Mais d'autre part, lorsqu'on fait référence à une langue particulière, comme la langue française ou la langue anglaise au sein de documents comme la Charte, il peut s'agir d'une référence à la langue en lien avec ses dimensions plus concrètes, ce que moi j'appelle ses dimensions plus concrètes, c'est-à-dire les dimensions qui découlent de sa présence dans un contexte particulier. Donc, par exemple, toute langue vivante constitue, par sa nature même, une composante de base de l'infrastructure sociologique d'une communauté particulière. Et par conséquent, elle est associée à des contenus particuliers, les contenus culturels qui constituent la communauté en cause. Et en fait, le nom de la langue va souvent servir à désigner par métonymie la communauté dans son ensemble. On va parler des francophones et des anglophones, qui sont unis non pas seulement par le fait qu'ils parlent une langue, qu'ils utilisent un code linguistique particulier, mais qui partagent également d'autres intérêts et d'autres conceptions culturelles en commun, et l'identité également. Donc, la distinction entre la conception abstraite, ce que j'appelle la conception abstraite et la conception concrète, est très importante dans le cadre d'une disposition comme l'article 23 de la Charte. Un droit qui serait axé sur la conception abstraite porterait uniquement sur le substrat linguistique employé pour communiquer la matière, sans toucher le contenu. Okay? Donc, si c'était le droit qui était protégé en vertu de l'article 23, les provinces seraient libres d'imposer un programme parfaitement uniforme à toutes les écoles dans les deux langues. Leur seule obligation, ce serait d'utiliser l'anglais comme code linguistique dans les écoles de langue anglaise ou de langue française à l'extérieur du Québec. En revanche, un droit qui est articulé sur une conception concrète de la langue exige que l'instruction prodiguée reflète l'enracinement de cette langue-là dans un contexte socio-culturel particulier. Et il en découlerait forcément des contraintes sur le plan du contenu. Et si on revient à la Remae, justement, la fonction du lien qu'établit la Cour suprême entre langue et culture est de trancher en faveur d'une conception concrète. La Cour dit carrément: une langue est plus qu'un simple moyen de communication, elle fait partie intégrante de l'identité et de la culture du peuple qui la parle. Et en fait, ce postulat-là, le postulat selon lequel l'article 23 protège ou repose sur une conception concrète des deux langues mentionnées, est un des fondements essentiels du droit de gestion lui-même. Parce que le raisonnement de la Cour suprême pour reconnaître un tel droit repose en partie sur la prémisse selon laquelle l'article 23 confère des droits par rapport au contenu de l'instruction prodiguée. Si l'article 23 conférait uniquement le droit à l'utilisation du français ou de l'anglais comme substrat linguistique, pardon, j'ai mal rédigé mes notes, un droit de gestion ne serait pas justifié, il ne serait pas nécessaire. Comment est-ce qu'on ferait pour exiger que la minorité puisse gérer ses propres écoles si tout ce qui se passe dans ces écoles-là pourrait être défini et déterminé par le gouvernement provincial? Un droit de gestion se justifie uniquement si on présume qu'une partie de ce qui va être enseigné, puis une partie du fonctionnement de l'école va relever de la minorité selon ses propres façons de penser et ses propres façons de faire. Et en fait, si on revient à la décision de la Cour d'appel, on constate qu'elle est incompatible avec cette dimension-là de l'arrêt Mahé. Soit elle est incompatible, soit elle est impraticable selon l'interprétation qu'on lui donne.
Bon, comme je vous l'ai dit, la Cour d'appel prétend qu'il doit y avoir un rapport étroit, voire fusionnel, entre l'élément de culture et la langue pour qu'il soit protégé, mais elle n'explique pas en quoi consiste un rapport étroit ou fusionnel. À première vue, on aurait comme l'impression que la Cour cherche à distinguer entre les éléments de culture qui participent directement du phénomène linguistique, comme la syntaxe, les expressions communes, l'accent, et ainsi de suite, et les éléments qui sont plus extrinsèques au phénomène linguistique au sens strict, c'est-à-dire les contenus qui sont véhiculés, les idées, par exemple, qui sont véhiculées par une langue. Mais une telle approche est manifestement incompatible avec la Rémaï. Parce que si on adoptait cette approche-là, on serait en train de réduire la culture protégée à la langue. Alors que la Cour suprême a clairement dit que langue et culture, c'est deux concepts distincts qui sont protégés séparément. Et la Cour d'appel elle-même semble être consciente de ce problème-là. Alors, plus loin dans ses motifs, elle donne un exemple qui cherche à illustrer pourquoi son approche pourrait être compatible avec l'arrêt Maé. Donc, elle donne un exemple d'une violation qui répondrait à son critère, mais qui est quand même assez loin des faits du dossier en l'espèce. La Cour d'appel va indiquer que, par exemple, il pourrait être interdit à la province d'interdire l'utilisation des ouvrages étrangers dans les écoles de la minorité, entre autres dans un cours de littérature. Mais pourquoi est-ce que l'utilisation d'un ouvrage étranger pourrait être interdite? La Cour d'appel prétend qu'une telle politique nuirait à la qualité ou à l'épanouissement de la langue. Mais comment et pourquoi? La Cour ne s'explique pas. Or, vu que la langue, en tant que code, en tant que substrat linguistique, pourrait être enseignée parfaitement bien à l'aide de textes d'origine locale, il faut supposer que le problème de la lacune se situerait au niveau du contenu. Il y aurait un contenu qui se trouve dans les œuvres étrangères qu'on ne pourrait pas trouver localement. Donc, il y a un élément de contenu qui dépasse la simple langue, qui est protégée. Mais ça soulève tout son lot de questions. Comment le tribunal, lui, doit-il déterminer si un contenu particulier doit être enseigné, ou du moins autorisé dans les écoles, relevant de l'article 23? Est-ce que le droit d'exposer les élèves à certains contenus se limite aux cours de littérature ou est-ce qu'il s'étend en matière, cours de philosophie, par exemple, d'histoire? Et est-ce que ce droit-là s'étend également à d'autres aspects de la gestion scolaire qui pourraient avoir un lien avec les matières enseignées et pouvant influencer l'apprentissage et l'absorption des contenus protégés? Par exemple, si on enseigne certaines valeurs, mais là, on agit de façon contraire à ces valeurs-là dans le cadre de la gestion de l'école, est-ce que ça soulèverait un problème? Alors, je vois que je manque de temps, mais je pense que j'ai quand même réussi à communiquer l'essence du problème. Pour résumer, puis si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler par la suite. Je crois que la seule solution au problème, qui ne va pas être pleinement satisfaisante pour tout le monde, c'est de laisser à la minorité le droit de déterminer par elle-même qu'est-ce qui définit son identité culturelle. C'est une décision qui va devoir être objectivement raisonnable, elle va devoir reposer sur un dossier de preuves, et le gouvernement va devoir avoir le pouvoir d'imposer des limites lorsque l'intérêt général le justifie, entre autres en vertu de l'article 1er. Évidemment, c'est quelque chose qui réduit la portée des compétences provinciales en matière d'éducation et qui va déplaire à certains, mais je crois que c'est la seule solution qui soit pleinement compatible avec la jurisprudence existante. Alors, voilà, il ne me reste plus de temps et je ne veux pas entraver sur le temps des autres, alors je vous remercie de votre attention.